Bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation du Master Tech 20 Transformation écologique des constructions du 20e. Donc, c'est un petit webinaire qui va durer entre 45 minutes, 1 heure maximum. On va faire une petite présentation des éléments principaux du Master et puis avec un temps d'échange. Donc, voilà, vous pouvez poser des questions sur le chat LinkedIn par écrit au fur et à mesure de la présentation et puis on tâchera d'y répondre pendant la présentation ou à la fin. Voilà. Donc, alors, moi, je vais partager un support de présentation qui va nous permettre de diffuser des éléments. Peut-être, Antoine, si tu es sur LinkedIn, tu arrives à me confirmer que ça fonctionne bien? Mais je n'arrive pas à y aller. Est-ce que, Valentin, tu peux nous transmettre le lien? Ah, c'est bon, il est là. Voilà. Dès que tu me confirmes, Antoine. OK. C'est bon, ça fonctionne, Antoine? Ouais. Ouais, OK. Alors, donc on va commencer du coup cette présentation du Master Tech 20 par un petit tour de table des intervenants là qui vont participer au webinaire. Je commence. Donc, je m'appelle Julien Boitard, donc je suis architecte et ingénieur et je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Versailles et je m'occupe de la coordination pédagogique du Master Tech 20. Antoine? Donc, Antoine Maître. Moi, je suis maître de conférence associé à l'école d'architecture. Je suis venu pour justement accompagner Julien dans le montage de cette formation. Donc, par ailleurs, je suis architecte pratiquant. Voilà. Camille, ton micro est coupé. Hello monde, donc j'ai participé à la première promo du Tech 20 en 2022-2023 et donc je suis architecte avec mon agence que j'ai depuis 2017. Merci. Alors moi c'est Marie-Frédérique Le Penven, je suis architecte diplômée de l'école de Versailles en février 2015 et donc je suis étudiante dans la promo de cette année. Voilà. Et donc moi je suis Aude Burgère, je m'occupe de la coordination administrative du Master Tech 20 et je travaille étroitement avec Anna-Marianella Rochas qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette journée et qui s'occupe de la gestion administrative et de la relation avec les candidats et les étudiants. Voilà, donc parfait. Donc pour ce tour de table, comme ça, vous avez un peu une vision des intervenants là, du webinaire d'aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et qui peuvent être adressées aux différents intervenants et on tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, on va commencer par une petite introduction de la thématique du master et pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a créé ce master sur la question de la transformation écologique des constructions du 20e au sein de l'école d'architecture de Versailles. Donc, l'idée, c'était effectivement de remettre quelques constats qui sont évidemment des constats qu'on connaît tous, mais qui sont les questions de l'accord de Paris qui vise à réduire les consommations énergétiques du bâtiment d'ici 2050. Le fait qu'une majeure partie des dépenses énergétiques provient de la consommation des bâtiments en Île-de-France, couplée avec la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, qui réduit les terrains pour des projets de construction neuve et impose de construire la ville sur la ville, réoriente depuis quelques années et dans une tendance qui aura tendance à s'accélérer dans les années à venir, le transfert de la construction neuve vers la restructuration de bâtiments existants, la réhabilitation et le travail sur la matière des bâtiments existants. Et donc, les étudiants qui sont formés aujourd'hui dans les écoles ou les jeunes architectes qui pratiquent aujourd'hui leur métier sont en réalité assez mal formés à ces thématiques-là. Et donc, l'idée qu'on a eue au sein de l'école d'architecture de Versailles, c'était de créer un master spécialisé sur cette question-là et plus spécifiquement sur la question de la rénovation énergétique du logement, qui est une des thématiques principales de cet aspect de la réhabilitation.
et qui vise à travailler sur ce projet assez technique qu'est la réhabilitation énergétique des logements du XXe siècle. Donc le Master Tech 20, c'est quoi? C'est l'idée de prendre en fait ces problématiques thermiques qui sont souvent amenées par les bailleurs, les maîtres d'ouvrage, les copropriétaires, etc., sous un aspect très technique, purement énergétique, pour essayer de les faire en sorte que les architectes puissent se les réapproprier par la question des usages et de l'architecture, tout en maîtrisant cette question de la problématique thermique. Donc globalement, c'est construire au sein du Master Tech 20, essayer de construire une culture sur cette intervention sur l'existant. Et pour ça, en ayant un thème de travail qui soit des immeubles de logement qui sont des immeubles réels, dont la mutation va s'engager à court ou moyen terme et qui vont être des sujets d'études pour les étudiants du master. Donc ces sujets d'études, ils sont portés par des commanditaires, qui sont des bailleurs ou des copropriétés par exemple, ou des foncières, avec l'idée que les étudiants vont pouvoir les rencontrer, construire un diagnostic avec eux, créer des hypothèses de projet et faire des propositions. Et donc de travailler dans une situation finalement de commande relativement réelle et d'avoir un vrai support de projet pédagogique tout au long de l'année du master. Cette étude, elle est finalisée par l'édition d'un livret, qui est un livre, une publication qui retrace l'ensemble des études réalisées par les étudiants au cours du master. Et les objectifs et les ambitions du master, c'est de, au-delà des questions architecturales, d'usage, etc., dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'aborder aussi des points assez techniques pour donner les outils aux étudiants pour pouvoir les maîtriser, que sont la question de la simulation thermique, notamment avec le logiciel Pléiade. Donc, c'est l'occasion de prendre en main cet outil, de réaliser des simulations énergétiques sur le logiciel pour arriver à des solutions finalement qui sont tout à fait calculées par rapport à des objectifs initiaux de réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments. Aborder aussi la question du carbone et de l'analyse du cycle de vie, donc de la CV. Et puis, pouvoir intégrer la question économique dans le cadre de l'évaluation des hypothèses de projet qui sont formulées par les étudiants d'un point de vue économique. Cette formation, elle a un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires institutionnels de différents types. Donc, il y a des partenaires qui vont apporter des sujets d'études aux étudiants du master, qui peuvent être des bailleurs sociaux, comme par exemple Paris Habitat et la RIVP, qui sont partenaires de la formation depuis sa création, et donc qui tous les ans apportent 2 ou 3 sites de projets, qui sont des sites d'études parisiens, qui vont servir de support aux étudiants. On a aussi depuis cette année l'Agence parisienne du climat, qui est partenaire de la formation, et qui apporte un certain nombre de copropriétés, qui sont aussi des sujets d'études pour les étudiants dans le contexte de la commande privée. Ensuite, on a d'autres partenaires institutionnels comme la Fondation Rothschild, l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, ou Ecopolis, qui permettent d'avoir des relations avec ces institutions par l'intermédiaire notamment d'interventions lors de la formation sur des cours théoriques notamment. Alors ici, on a fait une petite slide avec l'équipe pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des encadrants qui vont intervenir lors du master, même si on ne va pas forcément ici tout détailler séparément, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée des différents intervenants qu'il peut y avoir lors du master. Donc Antoine et moi, on en a un petit peu déjà parlé, on est au niveau de la coordination pédagogique et de l'encadrement pédagogique du master. Et puis ensuite, on a des intervenants récurrents qui viennent en fait dans des thématiques et qui interviennent régulièrement pendant l'année du master, que ce soit sur le thème de l'histoire et du patrimoine, question de la culture constructive, mais aussi la thématique thermique et carbone ou la partie économique projet et chantier. Puis à côté de ces intervenants récurrents, on a un certain nombre d'experts et d'intervenants ponctuels qui viennent à travers des conférences ou des cours apporter leur expertise. Donc, par exemple, Sophie Péquet d'Ecopolis sur la question des matériaux biosourcés, Claire Mazard, qui fait partie de Solia,
qui vient sur toute la question du montage des projets en copropriété, notamment à travers le système MaPrimeRénov', et puis des architectes, des ingénieurs. Voilà, là, on cite Laurent Lehmann, Daniel Thiebaud, Sarah Tartarin, qui est ingénieure réemploi, Manon Rambert sur des questions de concertation, etc. Alors, l'organisation de la formation. Alors, donc, c'est une organisation en fait qui est assez simple. Les cours se déroulent le vendredi à l'ENSA avec possibilité de visio entre septembre et le mois de juin, hors vacances scolaires, c'est-à-dire qu'on a effectivement les deux semaines off de Noël, et puis après, à chaque fois, on a une semaine off sur les 2 semaines de vacances correspondant aux vacances scolaires, c'est-à-dire aux vacances de la Toussaint, de février et de Pâques. Et donc ça, c'est une organisation qui vient toute l'année, 7 journées en fait à l'école ou ponctuellement en visio. Et en plus de ça, on a ce qu'on a appelé des journées hors les murs. Donc c'est l'organisation de journées qui sont 4 jeudis visites, c'est-à-dire c'est des jeudis en plus dans l'année. Il y en aura 4 tout au long de l'année, 2 au premier semestre, 2 au deuxième semestre, qui sont l'occasion d'aller faire des visites entre le matin et l'après-midi sur des sites de projets de rénovation énergétique ou de chantier en rapport avec les sujets qu'on voit dans les cours. Et puis, le deuxième élément, c'est un voyage d'études de 2 jours. Donc, cette année, pour l'année 2023-2024, ce voyage se fait en Suisse romande, entre Lausanne et Genève, et permet de voir une dizaine de projets avec leurs architectes concepteurs et de les visiter sur place avec les étudiants. Ensuite, on a ce qu'on a appelé la fin du cycle. Donc là, c'est vraiment la conclusion du master. Donc c'est la thèse professionnelle. Donc c'est un petit document de recherche qui permet de finaliser les études du master à travers des recherches sur une question liée à l'activité professionnelle des étudiants et le rapport avec ce que vous avez fait pendant le master. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail complémentaire qui est fait à l'issue de, on va dire, de l'année scolaire. Entre septembre et juin, et donc qui va se dérouler entre juillet et octobre. Donc ça, c'est les grandes orientations de l'organisation de la formation. Si on rentre un peu plus dans le détail des vendredis, l'idée, c'est qu'on a une organisation qui est à peu près toujours la même, à quelques exceptions près, c'est-à-dire que le matin, il y a des cours théoriques. Les cours théoriques, ils sont effectivement dans des chapitres, on va dire, que sont histoire et patrimoine, avec des architectes des historiens, la question de la culture constructive, c'est-à-dire toute la culture de notamment le lien entre les techniques constructives et les époques de construction pour avoir une connaissance un petit peu des bâtis auxquels on peut être confronté quand on travaille sur l'existant du XXe siècle, la question des pathologies du bâtiment, la thématique sur la thermique et l'analyse du cycle de vie et les questions carbone, qui est le 4e thème. Et puis le dernier thème qui est la question du montage de projet et du process, qui est particulièrement important dans le cadre des projets notamment en copropriété, avec tout le montage effectivement réglementaire par rapport à la question des subventions, MaPrimeRénov', etc., qui demandent une certaine connaissance et technicité pour pouvoir être mise en œuvre dans les projets par les architectes. Voilà, donc ça, c'est les cours théoriques du matin. Et puis l'après-midi, c'est la question des ateliers de projet, qui sont encadrés, avec au premier semestre les ateliers du diagnostic sur les sites d'études des étudiants, et puis là, au deuxième semestre, les ateliers projets. Donc là, pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret, on a montré quelques exemples des études de cas qui sont soumises aux étudiants. Donc un exemple d'un bâtiment rue des Pyrénées de 1986 de l'architecte Yann Brunel, qui appartient à la RIVP, qui a notamment été étudié par Camille Salomon, qui est présente au webinaire. Un autre ensemble à la Porte de Brancion, qui appartient au bailleur Paris Habitat. 2 bâtiments en copropriété en lien avec l'Agence parisienne du climat, qui sont étudiés cette année. Donc un bâtiment rue Le Raid de 1979, en béton et enduit, et puis un autre bâtiment rue Stephenson sur lequel travaille Marie-Frédéric, un immeuble de 1970. Une trentaine de logements entre 2 mitoyens, voilà, qu'un immeuble intéressant à étudier. Donc ça, c'est des exemples parmi tous ceux qui sont étudiés qui ont été étudiés par les étudiants au cours de ces 2 premières années du master. Pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ces études
Sur les projets, donc c'est organisé en 2 semestres, un semestre sur la question du diagnostic et un semestre sur la question du projet. Dans le diagnostic, on a en fait 3 chapitres qui vont constituer le diagnostic et qui vont être élaborés entre les mois de septembre et le début de l'année calendaire pour un rendu en février avec la synthèse et la restitution du diagnostic. Donc, dans ces chapitres, en fait, on a un premier chapitre double sur la question du contexte et de l'histoire avec la recherche des sources, des plans d'origine, etc., du contexte du bâtiment, de son histoire, etc. La question de l'analyse architecturale, l'ensemble des quantitatifs sur le bâtiment. Ensuite, on a un deuxième sur la question des modes constructifs, c'est-à-dire retrouver les modes constructifs du bâtiment, pouvoir recréer l'architecture du bâtiment finalement par son détail, l'analyse de la structure, l'état sanitaire global du bâtiment et les pathologies qu'on peut retrouver sur son enveloppe. Donc ça, c'est le deuxième gros chapitre du diag. Et ensuite, on a un troisième chapitre qui est plutôt orienté sur la question des systèmes, avec une analyse de tous les systèmes existants, c'est-à-dire chauffage, ventilation, électricité, etc., l'ensemble des réseaux fluides, et l'évaluation de la performance énergétique du bâtiment, notamment à travers les simulations Pléiades, c'est-à-dire les simulations dans un logiciel qui permet d'évaluer et de simuler énergétiquement les bâtiments, et qui est un logiciel qui est reconnu dans le cadre des DPE officiels, dans le cadre de l'ensemble finalement des obligations réglementaires qu'on peut avoir dans le cadre de la rénovation énergétique et de l'obtention des subventions, et puis la confrontation aux factures existantes, par exemple, de consommation d'énergie. Donc, toute cette analyse énergétique, système et flux. Donc ça nous permet de faire une synthèse, une restitution du diagnostic à peu près à mi-février, où on a l'ensemble de ces éléments qui vous permettent d'avoir une bonne connaissance des bâtiments et surtout d'apprendre la méthode de diagnostic avec ces différents chapitres à cocher en quelque sorte, qui vont vous demander de faire un certain nombre de visites sur place, de faire aussi d'utiliser des machines de relevé, c'est-à-dire il y a des perceuses qui sont mises à disposition pour évaluer la composition des murs, il y a des caméras thermiques, il y a des sondes de température, il y a des systèmes pour analyser les vitrages, etc., qui sont à disposition à l'école et qui vous permettent d'avoir des renseignements techniques sur les architectures que vous allez analyser. La deuxième partie le deuxième semestre donc, est plutôt consacré au projet. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de ce diagnostic, de réaliser dans un premier temps, de développer en fait l'ensemble des solutions qui seraient possibles de mettre en œuvre sur la rénovation et la réhabilitation des bâtiments par partie, ce qu'on appelle l'inventaire des possibles, en essayant d'ouvrir les pistes des interventions de manière très large et très libre pour traiter un peu tous les sujets possibles. Cet inventaire, ensuite, il va aller un peu en fonctionnement d'entonnoir. Donc, on va ensuite éliminer des solutions de projet au fur et à mesure en fonction d'un certain nombre de problématiques ou de caractéristiques techniques, réglementaires, financières, etc. Et ça va nous permettre de retenir des solutions plus réduites pour évaluer de manière plus précise la question de la thermique, du carbone et de l'économie. C'est-à-dire que là, vous allez évaluer l'efficacité thermique des solutions, donc c'est-à-dire combien d'économies d'énergie en fonction des solutions qu'on a pu imaginer, quels impacts carbone et quels coûts économiques et organisation de chantier sont associés. Et donc ça permet ensuite de finaliser un scénario de projet dans lequel on va rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment du dessin, du détail constructif, de la représentation, etc. Pour avoir finalement notre restitution de projet et synthèse au mois de juillet. Voilà, donc ça, c'est les grandes étapes sur le planning des études de cas. La synthèse de toutes ces études, en fait, elle donne lieu à la publication de livres, qui sont des livres qui synthétisent toutes les parties de diagnostic et de projet qui ont été mises en œuvre par les élèves au cours de l'année et qui permettent d'avoir un document finalisé, publié et imprimé, qui retranscrit l'ensemble de ces études. Donc là, pour l'instant, il y a le livre de la première promotion 2022-2023 qui a été imprimé, et celui de l'année actuelle sera publié au début de l'année prochaine. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle les jeudis visites. Donc c'est des visites de chantier ou de projets réalisés dans le cadre de projets de rénovation énergétique de logements en Île-de-France.
Donc voilà un exemple à Boulogne, un projet d'Eliette et Lehmann sur un ensemble de 800 logements qui appartient à Paris Habitat, qui a été entièrement rénové au niveau de son enveloppe, avec une rénovation des bétons, une isolation thermique de certaines parties. Ils ont repensé l'ensemble des menuiseries, des protections solaires extérieures, des toitures, etc., en lien aussi avec les parties communes et les usages. Un exemple de 400 logements à Épinay-sur-Seine par l'architecte Louis Tequi, donc là qui est aussi avec un projet d'isolation par l'extérieur. Donc vous voyez le mock-up ici sur une photo qu'on a visité la semaine dernière. Et puis en bas, un exemple de projet qui appartient à la RIVP par Daniel Thiebaud, architecte d'ITAC, sur un ensemble de 100 logements rue de Tolbiac, avec là aussi une isolation par l'extérieur en briques et en métal sur l'enveloppe du projet. Donc là aussi, une rénovation en site occupé. Voilà. Donc ça, c'est des exemples voilà, qu'on va visiter, qui peuvent être soit des projets réalisés, soit en phase chantier. Ça permet de voir différentes étapes et à chaque fois avec les architectes concepteurs de l'opération. Alors ici, on a quelques slides sur les informations pratiques. Peut-être, Aude, je peux te laisser peut-être compléter cette partie-là, si ça te convient. Pardon, oui. Oui, donc en fait, là, on parle dans un premier temps, effectivement, de l'éligibilité à la formation. Donc, c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui sont titulaires d'un master, enfin, ou d'un bac plus 5, donc soit ingénieur, soit diplômé d'État, et architecte diplômé d'État, français ou ayant une équivalence avec un diplôme obtenu à l'étranger. On peut aussi accorder des dérogations aux personnes qui n'ont pas ce niveau de diplôme, qui ont un niveau bac plus 3 et qui ont une expérience professionnelle dans le domaine. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à déposer un dossier. Et puis nous, après, tous les dossiers sont regardés individuellement de toute façon pour les expertiser et pour voir si ça passe. Donc, si vous avez le moindre doute, de toute façon, vous pouvez nous contacter et on vous dira ce qu'il en est. Voilà. Et je ne sais pas si, peut-être après, je répondrai si vous avez des questions plus spécifiques sur ces sujets-là. Je ne sais pas si tu as mis après, oui, c'est ça. Donc, je finis sur les candidatures. Donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 2 juin. On vous donne les résultats d'éligibilité, que je ne dise pas de bêtises, le 12 juin et les oraux se passent le 17 juin en visio. Je le dis tout de suite puisque c'est une date qu'on n'avait pas donnée, donc comme ça vous commencez à le noter. Donc le dossier est assez succinct. On vous demande un CV détaillé, une lettre de motivation, un dossier de travaux personnels bien sûr et la copie de vos diplômes. Voilà, c'est un dossier vraiment très administratif. Et je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Non, c'est tout. C'est pas mal, ouais. C'est tout. Et donc après, effectivement, on a juste évoqué rapidement la question du diplôme. On vous parle de master depuis le début de la présentation. Donc, comme je disais, c'est un diplôme qui est habilité par la conférence des grandes écoles, qui répond à un référentiel assez précis, qui est sanctionné par des ECTS et qui vous permet d'obtenir un diplôme. C'est un diplôme d'établissement avec cette reconnaissance par la conférence des grandes écoles. Et je rajoute que nous avons aussi, depuis cette année, obtenu le label de la branche architecture. Donc, sur la base du programme de la formation, on a reçu ce label qui nous permet d'être éligible à des financements par les OPCO. Ok. Bah, écoute, merci Aude. On pourra effectivement revenir là-dessus si après vous avez des questions. On voulait après conclure un peu la présentation en vous montrant quelques slides qui sont en fait des exemples de travaux issus des études de cas des étudiants sur la phase diagnostique et sur la phase projet pour vous permettre de rendre ça un petit peu plus concret. Donc voilà, donc c'est des extraits des rendus des étudiants de l'année dernière ou de cette année. Donc là, c'est plus spécifiquement sur la partie du diagnostic. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux un petit peu décrire ça. Oui, la question, c'est un petit peu de montrer un petit peu la spécificité de cette phase-là, parce que vous avez vu sur le planning qu'elle dure
presque plus de la moitié de l'année. C'est un temps qu'on a mis un peu de temps à calibrer pour se rendre compte un peu du temps qu'on mettait pour justement dérouler un diagnostic dans le cadre de l'école, sachant que voilà, il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que on vient vraiment intervenir dans les bâtiments, c'est-à-dire on vient sonder les façades à l'aide d'une perceuse pour comprendre les différentes épaisseurs de parois et confirmer éventuellement ce qui a été ce qu'on a pu trouver dans les archives avant, parce que ça c'est un vrai travail aussi de recherche de sources sur des bâtiments. C'est un travail passionnant parce que ça remet aussi les bâtiments dans un contexte qu'on n'a pas si on va un petit peu trop vite, et qui est essentiel pour bien comprendre comment sont fabriqués les bâtiments et comment du coup intervenir le plus justement possible. Là on voit par exemple une façade qui est la façade sur laquelle elle travaille en ce moment Marie-Frédérique, qui est là, d'une copro dans le 18e arrondissement de Paris, pour voir comment intervenir dessus. On va quand même préciser une chose. Donc là, voilà, il y a un travail de recherche et de compréhension des systèmes constructifs. Et donc en ça, on va avoir des interventions justement pour un petit peu expliquer les différents modes de constructifs qui se sont passés depuis les années 30 jusqu'aux années, on va dire 80, pour comprendre un peu toutes les techniques qui sont mises en œuvre et comment on vient intervenir dessus. Évidemment, aussi des pathologies. Là, on voit un détail d'un relevé. On voit exactement ce qui a été fait, donc sur place, les différentes épaisseurs qui ont été trouvées, et puis après le retour, la restitution au dessin. Et à partir de ça, en fait, on peut du coup entrer dans les simulateurs thermiques, comme Pléiade, des notions beaucoup plus précises, parce qu'on vient confirmer exactement la constitution des parois, et déjà au niveau du diagnostic, on vient ouvrir en fait, sans les formaliser, mais on vient commencer à ouvrir des pistes de projet qui parfois n'étaient pas forcément imaginées comme ça. Là, donc, sur la question de l'état sanitaire, on voit toutes les pathologies du bâti. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que aujourd'hui, la question qu'on encadre essentiellement sur des questions de rénovation énergétique, en fait, c'est une nouvelle porte d'entrée vers la rénovation aujourd'hui. Si vous regardez les appels d'offres, notamment publics, par exemple, n'importe quel bâtiment aujourd'hui pour lequel un bailleur, par exemple, lance un appel d'offres pour la rénovation, la porte d'entrée, c'est la question de la rénovation énergétique, parce que on sait qu'il y a donc des questions de financement. Et en fait, ce qui est passionnant là dans ce travail, c'est qu'en fait, en rentrant au fur et à mesure dans le diagnostic du bâtiment, on révèle d'autres pathologies, d'autres besoins de modification d'usage qui, du coup, enrichissent l'intervention et qui, à la fin, viennent en général former un bouquet de travaux plus vaste que simplement la question énergétique. Et aussi, revenir sur une chose, c'est que la question énergétique, on a vu beaucoup de façades, on a vu beaucoup de dessins, mais c'est aussi une question de système, évidemment. Et donc, la question de la système, elle est vraiment évoquée pour bien comprendre et pas juste être à l'écoute d'un bureau d'études sans avoir de recul critique. L'idée, c'est de forger comme un peu une culture aux architectes qui ne prendront pas la place des bureaux d'études, mais qui pourront peut-être plus les challenger sur certaines choses. Là, c'est des comparaisons donc de performance de parois avec consommation énergétique, avec les logiciels, extraits des logiciels comme Pléiade ou Alterea. Ça, c'est une fois avoir mis des sondes de température qu'on a laissées dans des appartements pendant 2 semaines. Ensuite, on extrait les données et puis on se rend compte exactement, en comparant les températures extérieures et intérieures, de la manière dont le bâtiment en fait évolue en fonction des variations de température, son inertie. Là, ici, vous voyez donc des relevés thermographiques qui, en fait, au-delà de la question de la chaleur, permettent très souvent de lire aussi ou de confirmer des questions constructives. Parce qu'en fait, avec les fantômes, on va voir les structures, où est-ce qu'elles sont, on va voir évidemment les endroits où il y a beaucoup de déperdition. Et puis, ça va aussi pouvoir permettre de comprendre à l'intérieur des murs, souvent des points de rosée. Quelques exemples de travaux du coup qu'on va vous présenter, des élèves qui ont travaillé dessus vont vous présenter. On commence par Camille, qui donc a suivi la première année et a travaillé sur un bâtiment dont je te laisse parler. Bonjour, donc là on a travaillé sur le bâtiment Diane Brunel, qui est un bâtiment qui est très marqué par la présence du béton.
que ce soit du béton banché dans du coffrage à petite planchette ou du béton préfabriqué rapporté sur les façades. Et donc dans notre proposition de projet, on est parti en fait d'abord d'un parti pris qui était de déjà conserver l'architecture et l'esprit du bâtiment d'origine, notamment avec ces bétons qui donnent une identité au bâtiment. Et ensuite, on a donc déroulé deux scénarios principaux qui étaient en fait des scénarios minimum et maximum sur lesquels on pouvait intervenir en fait dans le bâtiment, avec un premier scénario très léger, enfin plutôt léger, qui visait plutôt à intervenir en milieu occupé, et un autre qui s'affranchissait en fait de cette contrainte et qui du coup prévoyait complètement une rénovation des enveloppes légères avec sous le prisme en fait de matériaux biosourcés écologiques. Donc pour atteindre en fait aussi un objectif carbone de rénovation, un objectif de rénovation avec le moins d'impact carbone possible. Et aussi, il y avait un volet qui concernait la modification des systèmes, c'est-à-dire des systèmes énergétiques, puisqu'on a modélisé ce bâtiment un peu complexe sur Pléiade. Et en plus de résoudre les différents ponts thermiques qui sont inhérents à ce type de construction, on a donc regardé quelle marge de progression on avait sur la performance du bâtiment, c'est-à-dire la performance en termes de gain, enfin de faible consommation énergétique, en regardant les variables comme la modification des systèmes, c'est-à-dire l'intégration d'une ventilation double flux qu'on a expérimenté, et aussi la récupération de chaleur sur les eaux grises. Voilà. Ce qui donnait du coup à la fois on allait donc de l'approche très minimale et aussi low-tech avec juste le remplacement des façades, jusqu'à une approche un peu plus high-tech pour voir en fait, pour comprendre la part que prennent aussi les systèmes dans cette nouvelle réglementation thermique, et comment ils influent en fait aussi bien que l'enveloppe. Ok. Merci Camille et Antoine pour la présentation. Alors peut-être pour conclure, alors excusez-moi, je vais arrêter de partager mon écran. Alors je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions. Peut-être ce qu'on se disait, c'est de laisser peut-être Camille et Marie-Frédérique juste expliquer du point de vue des élèves, peut-être, c'est-à-dire Camille qui est une élève de la première promotion qui a terminé le master il y a un an, enfin un petit peu moins, et Marie-Frédérique qui est actuellement dans le master. Donc c'est peut-être de donner un peu le point de vue des étudiants, on va dire, dans le webinaire. Donc peut-être Camille, si tu veux commencer, expliquer pourquoi tu as fait les masters et puis en quoi ça peut avoir, ça peut avoir une influence aujourd'hui sur ton travail. Donc moi j'ai entrepris de faire cette formation après 10 ans en fait d'expérience professionnelle en agence et à mon compte. Et effectivement, je souhaitais revenir à un diplôme et aussi une formation qui soit un peu plus complète que les formations qu'on fait avec l'ordre qui sont morcelées. En fait, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle est pluridisciplinaire, que ça correspond à ma pratique du projet au sein de mon agence, c'est-à-dire de vraiment avoir une maîtrise à la fois du projet architectural, mais aussi du coup des composantes techniques
que sont la structure, la compréhension aussi de l'histoire dans lequel le bâtiment s'inscrit et les modes constructifs qui sont liés à l'histoire, en fait. Donc, tout ça, c'est entremêlé. Et puis aussi, voilà, avoir une meilleure maîtrise de la synthèse des fluides et voilà, de ces outils qui sont manipulés par généralement des partenaires, co-traitants, des bureaux d'études, mais dans lesquels, pour moi, ça me semblait important de me plonger pour pouvoir voilà, mieux dialoguer, avoir une meilleure maîtrise de tout ça. Ce que je peux dire de ce que, voilà, ce que j'en ai tiré finalement de cette formation, c'est... enfin, je vais d'abord dire ce que j'ai apprécié, qui était enrichissant, voilà. C'est le fait qu'il y ait donc à la fois des cours théoriques qui donnent vraiment un bagage un peu plus technique et précis, qui remettent des mots sur des notions, qui clarifient aussi des notions que parfois sont un peu contredites selon les discours qui sont tenus, enfin, notamment sur les ventilations, les notions aussi comme la perspirance des parois, enfin, ce genre de notions qui sont très utilisées, mais dont on a du mal à appréhender vraiment la définition. Donc, en fait, ça permettait aussi de clarifier voilà, ce vocabulaire, ce jargon qu'on utilise des fois à tort. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est le fait d'avoir des professionnels qui interviennent et qui expliquent la manière dont ils sont intervenus sur des projets. Puisque par le retour d'expérience, par en fait la description de leur projet qui est assez technique, on tire beaucoup d'apprentissage et c'est vraiment une chance en fait d'avoir dans une formation plusieurs professionnels qui présentent des projets très différents. On n'a pas beaucoup l'occasion de rentrer autant dans le détail, même quand on a des conférences d'architectes, en fait, elles sont souvent plus larges, alors que là, ça permet vraiment de comprendre des choix de projet et on apprend par ces exemples. Et puis aussi, je dirais que le troisième clé, c'est en fait le fait que ça déroule une méthode de travail qui a été présentée là par Julien, qui est la méthode du diagnostic et de faire le projet par le diagnostic. Donc ça, je trouve que ce sont vraiment des outils indispensables pour la pratique professionnelle. Et puis, il y a aussi... donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est tout ce que je viens de décrire. J'avais aussi envie d'aller vers ce type de commande parce que moi, je travaille sur du logement collectif en neuf et en réhabilitation et réhabilitation lourde. Mais c'est vrai que les rénovations thermiques, c'est un sujet qui est attendu. Qui est attendu par les bailleurs et qui est attendu aussi, je pense, voilà, les bailleurs comme Paris Habitat, la RIVP, ils sont vraiment dans l'attente d'avoir des projets qui ne soient pas seulement des projets techniques, mais qui embarquent avec eux justement la culture constructive, la culture de l'usage, finalement la culture architecturale. Et puis, donc moi, j'ai eu l'occasion de participer à un concours plutôt de grande ampleur sur ce type de sujet, d'une réhabilitation thermique avenue de Flandre. Et je dois dire que voilà, la formation m'a beaucoup aidé à appréhender ce concours, à aller à l'essentiel et à dérouler cette méthode aussi dans une phase concours. Et je dirais qu'il y a le volet donc qualité d'usage des logements, mais aussi qualité d'usage des services qui est soulevé en fait par la rénovation thermique. Un volet qui est, enfin, dans le cadre du concours, moi, la réponse que j'ai développée au concours qui a été aussi tout aussi importante et en fait qui permet en fait de faire vraiment le lien avec des thématiques actuelles
qui sont la biodiversité. Et puis, finalement, en fait, c'est des outils qu'on peut aussi, dont on pourra trouver une application aussi sur des projets en neuf. Donc, dans tout ça, finalement, c'est assez intéressant. Voilà, je vais terminer. Merci Camille. Peut-être Marie-Frédérique, si tu veux peut-être dire 2 mots en tant qu'élève actuelle. Ouais, je pense que Camille, tu as bien décrit l'enjeu et le contenu de la formation. Est-ce que ça peut nous apporter en tant qu'architecte, en tant que complément vraiment technique et vraiment d'expertise sur le sujet de la rénovation thermique? La particularité de cette année, qui est vraiment assez chouette, c'est qu'en fait, là, on est donc 7 apprenants. Donc, on est une toute petite promo. Ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup, chacun a son propre sujet d'étude, donc son propre bâtiment à étudier. C'est des bâtiments qui sont tous très variés et donc il y a à la fois des sujets sur pour des bailleurs, mais aussi pour des copropriétés. Et en fait, ce prisme-là, moi, j'avoue que je l'ai complètement découvert pendant cette formation. Le fait que, en fait, on puisse aussi porter des rénovations énergétiques et architecturales sur des sujets en copropriété privée. Donc ça, c'est un truc qui est super intéressant. Et en fait, le fait qu'on soit 7 avec 7 cas de figure du XXe siècle, avec quand même des sujets de façade assez significatifs, caractéristiques et assez remarquables, en fait, ça nous permet de balayer un prisme assez important de la production du XXe, tant sur les modes constructifs que sur les systèmes et sur les différentes approches qu'on peut avoir. Parce que forcément, l'isolation thermique par l'extérieur, ce n'est pas une réponse qui se prête à tous les bâtiments. Donc voilà, c'est un prisme qui est vraiment super intéressant. Donc voilà, des belles rencontres et des belles opportunités de projets aussi pour la suite. Donc voilà. Merci Marie-Frédérique. Alors, je vois qu'on avait quelques questions là que nous a mis retranscrites Valentin. Alors, il y avait une question. Bonjour, est-ce que les restitutions se font en présence des bailleurs? Alors oui, effectivement, en fait, alors que ce soit les bailleurs ou les copropriétés avec l'APC, en fait, l'idée, c'est qu'il y a, on travaille au sein du master en interne avec les enseignants, mais qu'il y a il y a 2 grandes étapes de restitution. Une à l'issue du diagnostic, où en fait les étudiants vont présenter leurs études de diagnostic au bailleur ou aux copropriétés avec l'APC. Et puis la deuxième étape, c'est le projet à la fin de l'année, où il y a une restitution ensuite des approches de projet. Donc oui, ça se fait en présence des commanditaires, bien sûr. Et puis après, dans la pratique, lors de l'établissement du diagnostic, il y a aussi un certain nombre d'allers-retours, notamment avec les responsables de projet chez les bailleurs, avec les conseils syndicaux dans les copropriétés, parce qu'il y a des demandes de renseignements, parce qu'il y a des visites sur place, etc. Donc il y a, je dirais, ensuite des relations du quotidien qui se font avec les maîtres d'ouvrage. Et puis, il y a ces 2 grandes restitutions un peu plus formelles au cours de l'année. Après, il y avait une question. Le programme semble orienté sur le logement. Est-ce qu'on aborde les objectifs liés au bâtiment tertiaire? Alors, c'est vrai que le Tech 20, pour l'instant, c'est surtout sur la question du logement. Même si peut-être dans les années futures, ça s'étendra à d'autres sujets. Mais pour l'instant, c'est vraiment la thématique du logement parce que c'est très spécifique et qu'il y a des gros besoins sur ce secteur-là. Donc, pour l'instant, le Tech 20 se concentre là-dessus. Une autre question, Pléiade est-il le seul logiciel? Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question, si c'est le seul logiciel thermique ou si c'est le seul logiciel dans l'absolu. Mais alors, pour l'instant, effectivement, les simulations thermiques sont faites avec le logiciel Pléiade, parce que c'est le logiciel pour lequel l'école a des licences, etc., et qui permet de pouvoir travailler avec les étudiants sur un logiciel je dirais, qui est reconnu au niveau des DPE, etc., pour pouvoir travailler de manière officielle et qui est accepté par tous les labels et les demandes de subventions. Ça permet de traiter la partie thermique, le DPE et la partie carbone. Après, il y a effectivement, pour tout ce qui est partie dessin, là, effectivement, il y a les outils de dessin classiques des architectes qui sont utilisés, bien sûr, pour les relevés, pour les dessins des projets, etc. Et puis après, il y a des petits outils comme Ubacus, par exemple, qui sont utilisés sur les parois, notamment pour les questions de condensation dans les parois. Après, il y a plein de petits outils. Il y a aussi des approches qui sont faites, des pré-approches carbone qui sont faites sous Excel, etc. Voilà. Donc, si ça répond à la question, voilà la réponse.
Alors Valentin, je ne sais pas, tu me sembles qu'il n'y a pas forcément d'autres questions pour le moment. Ok. Eh bien, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des dernières questions. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, sauf si Antoine ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose, je pense qu'on pourrait éventuellement clôturer le webinaire. Peut-être je redis effectivement que si effectivement il y a des candidats qui ont la moindre question, soit sur le contenu de la formation ou sur le montage du dossier, des questions administratives, des questions pédagogiques, etc., voilà, de ne pas hésiter à s'adresser directement à Aude Arburger pour avoir le point d'entrée sur toutes ces questions-là et les réponses. Et puis voilà, cette étape là du 2 juin pour effectivement rendre les candidatures pour le master. Je ne sais pas, Aude, si tu veux ajouter quelque chose. Non, 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 c'est beau, effectivement. On répond à toutes les questions et si jamais, même si vous avez des questions plus spécifiques, effectivement sur le programme de l'année prochaine ou même éventuellement sur votre profil en tant que candidat, n'hésitez pas à les poser, quoi. On y répondra. Voilà, bah écoutez, merci à tous du coup d'avoir suivi ce webinaire. On est dans les temps, c'est parfait, on avait dit entre 3 quarts d'heure et 1 heure maximum. Et ben, merci à tous, merci à tous les intervenants, en particulier Camille, Marie-Frédéric, d'avoir participé au webinaire. Et puis, et ben, écoutez, on espère à bientôt pour les émissions. Au revoir. Bon courage. Merci.